Si les noms de Voltaire ou de Diderot nous reviennent immédiatement lorsque l'on évoque la notion d'esprit critique, il ne faut pas oublier que ce courant de pensée remonte à la Renaissance au moins, avec Rabelais et Montaigne, et se caractérise par une indépendance de pensée marquée, un goût de la découverte et un esprit d'examen entraînant le questionnement, et non nécessairement la remise en cause, des opinions et des habitudes. Les libertins s'inscrivaient eux aussi de plein droit dans ce mouvement, affirmant l'autonomie morale de l'homme libre, s'affranchissant de l'autorité religieuse. Progressivement, s'installe l'idée que toute question peut être abordée non plus de manière dogmatique, mais à l'aide de la raison. C'est ainsi qu'aux sommes répertoriant sur des milliers de pages tout le savoir accumulé pendant des siècles sur une question, se substituent de brefs traités proposant non plus des savoirs, mais des méthodes de production du savoir. Nous pouvons penser ici au célèbre Discours sur la méthode de Descartes ou, de l'autre côté de la Manche, au Novum Organum de l'anglais Francis Bacon. Si Descartes affirme avec force l'existence de Dieu, sa conception de la raison comme premier moyen d'accès à la connaissance, devant l'autorité ou la tradition, a été utilisée par les libertins pour s'attaquer au dogmatisme, que ce soit dans les domaines politiques, remettant ainsi en question le système monarchique, moral ou même théologique. Sans s'opposer à l'existence d'un dieu, Spinoza, philosophe hollandais mort en 1677, soumet ainsi les textes sacrés à un examen critique, en discute l'authenticité, pour parvenir à la conclusion que le christianisme n'est finalement qu'un phénomène historique. Il se livre au même exercice avec la théorie politique, critiquant le pouvoir des rois qui parviendraient à réaliser un subterfuge, identifier le devoir des sujets à leur intérêt propre. En France, à la suite de Descartes, deux penseurs marchent dans ses pas. Pierre Bayle, à gauche, contraint de s'exiler par deux fois du fait de son protestantisme, à Genève d'abord, puis dans les Provinces-Unies, et Fontenelle, à droite donc, combattent tous deux les croyances, dissocient morale et religion, défendent le scepticisme, même en matière théologique, au profit d'un esprit scientifique. Fils d'un pasteur protestant, Pierre Bayle se convertit dans un premier temps, en 1669, au catholicisme à la suite de ses études de philosophie chez les jésuites à Toulouse. Mais une petite année plus tard, il revient au protestantisme, ce qui le contraint à se réfugier à Genève. Il revient ensuite quelque temps en France, avant de devoir partir de nouveau vers Rotterdam, lorsque Louis XIV intensifie la répression de la religion réformée. C'est dans cette ville, où il enseigne un temps la philosophie et l'histoire, qu'il produit ses œuvres majeures. Il s'agit des Pensées sur la comète de 1680, des Nouvelles de la République des Lettres, une gazette mensuelle qui rend compte des livres et des événements du temps, du commentaire philosophique, dont l'apologie de la tolérance lui coûte sa position sociale, puisqu'il est attaqué aussi bien par les catholiques que par certains protestants, à l'instar du professeur de théologie de Rotterdam, Jurieu. Et enfin, du célèbre dictionnaire historique et critique. D'une œuvre à l'autre, Pierre Bayle témoigne de cette approche critique. Il examine les faits, il examine les idées, les confronte sans a priori, avec pour seul but la vérité, et comme seul guide, la raison. Dans les pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la comète de 1680, Bayle utilise un phénomène astronomique, en fait relativement bien connu à l'époque, pour s'attaquer à sa véritable cible, la superstition. S'appuyant sur une argumentation scientifique, il démontre que les comètes sont des phénomènes purement naturels, encore une fois, ce qui était plutôt bien su. Toutefois, l'essentiel réside peut-être paradoxalement dans les nombreuses digressions euh, étendues au cours desquelles Bayle critique la tradition, l'autorité, défend l'observation libre et l'expérience, distingue la morale et la religion, qui se trouve alors être la véritable victime de cette démonstration méandreuse mais implacable. Mystère religieux et raison ne font pas bon ménage. Dans son dictionnaire historique et critique, un genre en plein essor à la fin du XVIIe siècle,
Bayle propose un recueil d'articles sur des noms propres, historiques ou géographiques. Son but est de corriger, par le biais d'un examen critique approfondi, les erreurs couramment admises. Mais là encore, l'essentiel est dans les marges, ou plutôt dans les notes. Notes qui sont bien plus longues que les articles mêmes. L'ouvrage met, page après page, en évidence toutes les erreurs véhiculées par la tradition, de manière plus ou moins maligne, à des fins plus ou moins avouables. Et le livre témoigne d'un scepticisme renvoyant dos à dos les diverses doctrines, ce qui lui permet de fonder la tolérance sur cette incertitude radicale. Fontenelle a connu une carrière et une vie plus paisibles que son contemporain, peut-être du fait d'une pensée moins radicale, plus en adéquation avec l'esprit du temps. Il débute sa carrière au Mercure Galant, une revue fondée par Donneau de Visé. Il est dans un premier temps un écrivain de circonstances, changeant de genre et de style au gré des commandes, ce dont se moque La Bruyère, par exemple, dans ses caractères. Toutefois, il témoigne rapidement d'un esprit moderne et curieux, faisant par exemple s'entretenir des personnages historiques appartenant à toutes les époques dans ses Dialogues des morts en 1683, puis faisant paraître en 1686 des ouvrages de vulgarisation scientifique et philosophique, Relations de l'île de Bornée, Les entretiens sur la pluralité des mondes et l'histoire des oracles. En 1688, il prend publiquement parti pour les modernes dans la querelle qui les oppose aux anciens, ce qui l'aide à être élu à l'Académie en 1691. Par la suite, il se consacre à des questions scientifiques et à l'histoire des sciences tout en continuant à produire des œuvres littéraires. Il intervient dans les salons où il brille par son talent de conteur. Il meurt finalement quelques jours seulement avant son centième anniversaire en 1757. Dans l'histoire des oracles, Fontenelle s'attaque au merveilleux surnaturel, reprenant avec élégance et vivacité de style les arguments d'un traité plus érudit. Il finit par tourner en ridicule la croyance dans les miracles et poursuit ce travail de vulgarisation permettant de faire circuler dans les salons les idées les plus hardies avec les entretiens sur la pluralité des mondes. Par le biais d'un dialogue fictif avec une marquise, Fontenelle rend la science plaisante et agréable, en un mot galante. Il s'intéresse en particulier à l'une d'elles, l'astronomie. Il commence par critiquer le système de Ptolémée pour défendre un système héliocentrique. Il décrit les différentes planètes, certains astres, et propose de petits voyages intergalactiques par le biais de la fiction. Il expose également la théorie cartésienne des tourbillons qu'il continuera à porter toute sa vie, publiant par exemple en 1752 la théorie des tourbillons cartésiens. L'exposé scientifique a des ramifications éthiques. Par un scepticisme plaisant, il questionne la métaphysique et le merveilleux, défend la méthode scientifique qui devrait être selon lui source d'un progrès considérable, et critique enfin l'anthropocentrisme. Par sa curiosité, sa galanterie, sa capacité à rendre plaisantes des matières arides, son goût pour les sciences, son art de conteur, Fontenelle est un véritable précurseur des encyclopédistes. Diderot n'oublie d'ailleurs pas de rendre hommage à ces Bayle, à ces Fontenelle, qui ont ouvert la voie aux Lumières, rappelant dans l'article Encyclopédie de la même encyclopédie, nous avons eu des contemporains sous le règne de Louis XIV.